Destins extraordinaires, Charles Aznavour. Raconté par Didier Barbelivien. Épisode 1, un infirme de la chanson devenu grand. J'ai fait ce métier qui est un métier public pour être connu, pour pouvoir dire ce que j'avais à dire, pour pouvoir chanter devant des salles pleines et non pas devant des salles vides. Je n'ai pas fait ce métier pour chanter chez moi dans ma salle de bain. Et il est normal que je récolte ce que j'ai semé et que j'ai ce que j'ai voulu avoir. 12 décembre 1960, Charles Aznavour se produit sur la scène parisienne de l'Alhambra. Il a 36 ans. Le triomphe est là, enfin. La salle résonne sous les applaudissements ininterrompus du public. Au fond, Charles Aznavour, c'est l'histoire d'un homme qui a d'abord connu une carrière d'acteur, enchaînant les petits rôles avant de se tourner vers le chant. Charles Aznavour, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a été le confident et le chauffeur d'Édith Piaf. Elle l'a pris sous son aile et l'a poussé à écrire. Charles Aznavour, c'est aussi et surtout l'histoire d'un homme qui a fait face aux critiques virulentes et malveillantes. Il a tout entendu, le pauvre homme, tout enduré. On a aussi bien attaqué sa voix que son physique. Pendant des années, il a traversé les pires moments de découragement et de doute. Se sentir enfin estimé et aimé du plus grand nombre a été pour lui la plus belle des victoires. Charles Aznavour, c'est enfin l'histoire d'une détermination à toute épreuve. Il a toujours continué à croire que ce jour arriverait. Et il est arrivé, ce fameux jour, le 12 décembre 1960. Comment a-t-il réussi à embrasser une carrière de plus de 8 décennies ? Voici le destin extraordinaire de Charles Aznavour. Celui d'un homme ambitieux qui a commencé tout en bas de l'affiche pour y finir au plus haut. Bonsoir, ici Charles Aznavour. Charles Aznavourian, dit Charles Aznavour, né le 22 mai 1924 à Saint-Germain-des-Prés et qui a vécu surtout à Montmartre. Ce n'est pas une infidélité, c'est parce qu'il n'y a que là que j'ai trouvé un appartement au début. Et quand je dis un appartement, je devrais dire un réduit où j'ai pu vivre avec un piano, un stylo à billes suffisamment petit pour ne pas passer un morceau par la porte et puis suffisamment de papier pour écrire. Aznavourian, le nom de naissance de Charles, a vite été tronqué par Knarr, sa mère. Aznavourian, c'est trop long. Alors elle ne s'embête pas et coupe le yan. Knarr est turc d'origine arménienne. Dans ses mémoires, Charles raconte qu'il ne sait pas vraiment comment elle a rencontré son mari, Misha, géorgien, lui aussi d'origine arménienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'art dans la famille Aznavour, c'est sacré. Votre père, il était musicien, chanteur ? Il était chanteur surtout. Et ma mère, comme mon père, joue des opérettes ou des pièces de théâtre, une fois tous les 15 jours à peu près, qui sont montées pour la communauté. Les parents de Charles quittent l'Arménie pour fuir le génocide. Ils arrivent à Paris en 1924. Ils sont non seulement réfugiés, mais apatrides. Ils n'ont aucun bien matériel. Ils n'ont avec eux que leur optimisme et leur bonne volonté. En ce 22 mai 1924, c'est dans un hôpital pour indigents, à la clinique Tarnier, dans le 6e arrondissement de Paris, que naît Charles Aznavour. Ses parents habitent alors juste à côté, rue Monsieur-le-Prince, la bien nommée. Ses parents voulaient lui donner un prénom arménien, Chanour. Mais problème, ce n'est pas un prénom reconnu par la loi française sur l'état civil de l'époque. Et la sage-femme de cette clinique, tenue par une congrégation religieuse, est incapable de l'écrire. Comment voulez-vous l'appeler ? Chanour ? Comment vous dites ? Chanour ? Bon, Charles, ça vous va ? C'est tout de même plus civilisé, allez, va pour Charles. Les Aznavour vivent à 5 dans un appartement de 20 mètres carrés. Charles dort dans un petit lit en fer, tête bêche, avec sa sœur. Pourtant, malgré les galères financières, les 2 enfants connaissent une enfance heureuse. Leur père Misha travaille 7 jours sur 7. La semaine, dans un petit restaurant arménien du quartier latin. Le week-end, il chante pour arrondir ses fins de mois. Quelques années plus tard, quand il ouvrira son propre restaurant dans le même quartier rue de la Huchette, Charles et Aïda y passeront le plus clair de leur temps. L'atmosphère est joyeuse, parfois excentrique,
mais toujours artistique. La musique n'est jamais bien loin. L'ambiance chez les Aznavour, on sait ce que c'est. Et d'ailleurs, à la maison, il n'y a aucun interdit. Mes parents ne nous ont jamais dit « allez vous coucher ». Ils avaient compris que, de toute manière, on sera obligé d'aller nous coucher à un moment donné parce que le matin, il fallait se lever. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y avait pas d'interdit chez nous. Charles Aznavour a commencé par apprendre la vie en montant sur les scènes de tout petits théâtres parisiens et en faisant de la figuration au cinéma. En quelque sorte, c'était déjà la bohème. Je suis un garçon qui n'avait pas fait d'études. Je suis sorti de l'école très jeune. Enfin, je suis sorti à 10-11 ans. On peut dire que je ne savais ni lire ni écrire, presque. Et j'ai appris à écrire d'abord et à lire ensuite. Et comme j'avais les yeux grands ouverts, j'ai appris à voir, à comprendre, à connaître, enfin, pas totalement, parce qu'on n'apprend jamais totalement. Enfin, j'ai appris à croire que je savais quelque chose. Ce n'est qu'en 1944, à l'âge de 20 ans, que Charles commence à écrire ses premières chansons. Écrire, c'est encore un bien grand mot. On est alors plus dans la bidouille. C'est encore timide et balbutiant. Sa rencontre avec Édith Piaf juste après la guerre sera déterminante. Il la rencontre grâce à son ami Pierre Roche au Club de la Chanson, un club qui a un certain succès à l'époque auprès des jeunes artistes. Pour gagner leur croûte, Charles Aznavour et Pierre Roche y montaient quelques tours de chant. Roche était au piano, Aznavour à la mise en scène et au coaching. Tout ça avant qu'ils ne finissent par se produire ensemble sur scène. On a eu 8 ans formidables. Pensez que 8 ans de partenariat où on ne s'est jamais disputé, c'est quand même une chose extraordinaire. Et pourtant, j'aurais pu le disputer. Il se levait tard et moi je me levais tôt. Rien que pour ça, j'aurais pu le disputer, mais non. La môme le prend sous son aile. Elle a décidé de le faire grandir. En attendant, elle le traite régulièrement de génie con. Pendant 2 ans, Charles l'accompagne en tournée en France et aux États-Unis. 2 années pendant lesquelles Piaf le pousse à continuer à écrire. Complexée par son physique dont la critique se moque méchamment, c'est d'ailleurs elle qui va le convaincre de se faire opérer d'une rhinoplastie à la fin de l'année 1950. « Tu peux pas rester avec un tarin pareil », lui répète la môme, un peu moqueuse. Au total, il a fallu 10 ans à Charles Aznavour pour publier son premier titre. 10 ans entre ses premières tentatives d'écriture de chansons et la sortie de « Viens pleurer au creux de mon épaule ». Si je t'ai blessé, si j'ai noirci ton passé, viens pleurer au creux de mon épaule. Viens tout contre moi, et si je fus maladroit, je t'en prie, chérie, pardonne-moi. La patte, ce qu'on appelle la patte d'Aznavour, est déjà là. Son sujet de prédilection aussi. Ce sera l'amour, l'amour toujours. Une source de richesse infinie. Mais si la notoriété commence tout doucement à pointer le bout de son nez, la critique, elle, s'en donne à cœur joie. Les mots sont rudes, les chocs difficiles à encaisser. J'ai été l'infirme de la chanson. Oui. Ça a été dit sur les ondes, d'une radio périphérique qui est votre concurrente. Quelqu'un l'a dit sur les ondes. J'ai demandé un droit de réponse. Je l'ai eu. On m'avait donné 3 minutes et nous sommes restés à l'antenne 9 minutes où je me suis défendu. Et en me défendant, j'ai attaqué quand même. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit de dire, parce qu'un homme n'a pas une voix comme les autres, que c'est un infirme, parce qu'il n'écrit pas comme les autres, que ce qu'il écrit n'est pas bon. Charles Aznavour a 30 ans et se pense suffisamment solide pour ne pas se laisser abattre. Il faut dire qu'il en a entendu des sifflements, des strapontins qui claquent, des spectateurs qui sortent fumés pendant ses tours de chant. On lui a même jeté des objets sur scène. Ce que je n'aimais pas dans la critique, c'est qu'elle n'était jamais constructive. Quand elle l'était, je l'acceptais. Quand elle ne l'était pas, c'était pour moi du parti pris. Et souvent, pour moi, ça a été du parti pris. Et d'ailleurs, ses premiers succès sur les planches,
Ce n'est pas en France qu'il va les connaître. Et ce n'est pas en tant que chanteur. Mais pour un petit rôle dans le spectacle Les Trois Notes qu'il joue en 1953 au Jardin d'hiver de Casablanca. Tout le monde a oublié cette pièce aujourd'hui. Mais Aznavour revient du Maroc avec une nouvelle amitié. Celle de Jean Baudet, directeur du Moulin Rouge. Comme celui-ci a aimé sa prestation, il lui propose de se produire chez lui pendant 3 mois. J'ai eu beaucoup de mal à débuter. Je n'avais ni le canon de la beauté, ni le canon de la voix, ni le canon de l'écriture pour le faire. Le public est venu difficilement, mais quand il est venu gentiment, et il a fini par me faire totalement confiance. Donc je dois vivre pour le spectacle, parce que le public et le spectacle sont liés pour moi. Après le Moulin Rouge, Charles Aznavour enchaîne avec l'Olympia, où il fait les premières parties de Sidney Bechet. C'est chic, ça, l'Olympia. Bruno Cocatrix, directeur général de cette salle mythique, lui demande pour l'occasion d'écrire une nouvelle chanson. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie. En ce milieu des années 50, le succès commence à pointer tout doucement le bout de son nez. Charles Aznavour garde confiance en lui, coûte que coûte, et enchaîne les compositions. Vivre, je veux vivre avec toi. Après l'amour, nous ne formons qu'un être. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. À te regarder quand la peur me domine. Être prolifique n'empêche pas la critique, même si ça rime. Et elle continue de se déchaîner contre lui. Si ses disques se vendent bien, sur scène, c'est une autre paire de manches. En plus, on ne passe même pas ses chansons à la radio. Sur Europe numéro 1, par exemple, Aznavour doit attendre l'année 1958 avant d'entendre enfin ses chansons sur l'antenne. C'est pour lui un coup de projecteur formidable. En décembre de cette même année, quand il est à l'affiche de Musicorama, l'émission de variété la plus suivie du moment, les applaudissements n'ont jamais été aussi chaleureux. Rappelé 2 fois sur scène, Charles Aznavour le sent. Ça commence à marcher. C'est précisément en 1960 que sa carrière bascule. Il y a d'abord ce contrat avec la maison de disques d'Eddie Barclay, qui jusqu'ici lui demandait surtout d'écrire pour les autres. Il y a ensuite ce premier rôle dans le film de François Truffaut, très important, Tiré sur le pianiste, qui sort le 25 novembre. Et puis il y a enfin ce fameux concert à l'Alhambra, cette salle parisienne du quartier de République, qu'il donne quelques jours plus tard, le 12 décembre. Dans la salle, 3000 personnes sont présentes. Des vedettes, des journalistes, le gratin, quoi. Le tout Paris venu voir ce que vaut vraiment ce Charles Aznavour. Le succès, ce sera ce soir ou jamais. À 36 ans, il est grand temps quand même. Juste avant de monter sur scène, comme tout artiste qui se respecte, Charles Aznavour a quelques manies qui lui permettent de se concentrer. Le jeu d'échecs tient une place très importante dans ma vie. Je joue aux échecs avant d'entrer en scène. D'abord, ça me repose, ça me calme. Je ne pense pas à ce qui va arriver, à ce qui va m'arriver. Alors je joue sans penser à rien. On peut imaginer que ce soir du 12 décembre 1960, Aznavour a fait une petite partie d'échecs avant d'entamer son tour de chant. Mais son tour de chant démarre ce soir-là dans un silence de plomb. Une chanson, 2, 3 et toujours rien. Le public reste froid, distant. Idem avec les 4e, 5e et 6e. Catastrophe. Aucun frisson ne semble parcourir ce public exigeant. C'est une horreur. Vient alors l'heure du 7e titre.
Ça, c'est une chanson que Charles Aznavour a écrite quelques mois plus tôt à Bruxelles. Il l'avait même proposée à Yves Montand, qui l'a refusée. Ça arrive. Alors il a décidé de la chanter lui-même. Morale de l'histoire, il y a des refus qui peuvent changer une vie. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Au beau milieu de la scène de l'Alhambra, en ce soir de décembre 1960, Charles Aznavour chante « Je me voyais déjà », dos au public. La mise en scène est ambitieuse, audacieuse, carrément folle. Mais pourtant, l'artiste a une bonne raison de tourner le dos au public. En fait, il finit de s'habiller sur scène. Gonflé, non ? Faut dire que la chanson raconte l'histoire d'un artiste dont la carrière ne décolle pas. Drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas ? Lorsque Charles Aznavour termine sa prestation, les projecteurs sont entièrement braqués sur le public. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Silence total. Aucun applaudissement. Charles retourne en coulisses. Ce silence lui casse les oreilles. Il est prêt à tout abandonner. Il sent qu'il a perdu. Voulant saluer tout de même, pour une dernière fois son public, Charles Aznavour retourne sur scène et voit alors 3000 spectateurs de l'Alhambra applaudir à tourner. Jamais, mais jamais, Charles Aznavour n'avait reçu une telle ovation. Le succès, le vrai. Enfin, il est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai senti qu'il y avait une bouffée d'amour qui arrivait, j'étais rassuré. Mais avant, quand même, j'avais la jambe gauche qui tremblait un petit peu. C'est toujours la gauche qui tremble, c'est jamais la droite. Claude Sarraute, la célèbre journaliste culture pour les pages du Monde, est réputée pour avoir l'une des plumes les plus acerbes de la presse française. En quelques mots, elle peut briser une carrière. Mais ce soir-là, elle écrit un papier dithyrambique. Enfin, ça arrive, mais il ne faut pas en rester là. À peine le temps de savourer cette première standing ovation qu'il attendait depuis si longtemps, Charles Aznavour se remet au travail. Car il sait qu'il va devoir travailler dur pour satisfaire encore et toujours son public. Je me suis préparé à une chose depuis mes débuts. Je me suis préparé à ce que ce métier ne peut pas durer toujours. Il faut s'y attendre pour ne pas être un aigri plus tard, pour ne pas en vouloir au monde entier. Ça, c'est une chose. Mais en dehors de ça, je n'ai pas l'intention de quitter mon métier à aucun moment et je vais essayer d'aller le plus loin possible. Charles Aznavour a-t-il vraiment conscience, en ce mois de décembre 1960, qu'il est au tournant d'une carrière qui va durer au total plus de 70 ans ? Pour vous donner quelques chiffres, Aznavour a écrit environ 1200 chansons. Il les a chantées en 9 langues. Et il a fait plusieurs fois le tour du monde. Destins extraordinaires, Charles Aznavour. Raconté par Didier Barbelivien. Épisode 2, l'artiste aux 1000 chansons. Je ne veux détrôner personne, je veux me prouver à moi que j'ai eu raison lorsque j'ai débuté et qu'on me disait que j'avais tort. C'est une revanche sur moi-même, si vous voulez. Sur les années plus difficiles ? Non pas les années difficiles, mais sur le fait que l'on disait que je n'avais ni le physique, ni la voix, ni l'écriture pour faire une vedette. J'ai voulu me prouver à moi et non pas aux autres que ce qui semblait impossible est une chose possible. Son triomphe sur la scène de l'Alhambra en décembre 1960 fait instantanément de Charles Aznavour un artiste incontournable. Un artiste incontournable qui pense les textes de ses œuvres comme des poèmes et qui ne cesse d'écrire. Au total, 1200 chansons écrites pour lui ou pour les autres, et tout ça en 9 langues. Cette œuvre colossale a inspiré des générations entières et continue encore de le faire aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, tant l'empreinte qu'il a laissée dans la chanson française est grande. Vous avez écrit 700 chansons, vous avez chanté 700 chansons. J'ai dû chanter à peu près 500 chansons.
ne serait-ce qu'en français. Oui, c'est extraordinaire, parce que je vous dis 700 chansons, on a vérifié, vous me dites j'ai dû chanter 500 chansons. Donc il y en a 200 qui sont escamotées. 200, ça fait toute une vie pour quelqu'un d'autre. Oui, mais 200 quand tu es chanté par d'autres. Mm. Hein, quand tu es chanté par Chevalier, par Piaf, par Johnny Hallyday, par Sylvie Vartan, par les Compagnons de la chanson, par Jacqueline François, Marcel Amont, et j'en passe, et les meilleurs. On parle de 1200 chansons, mais peut-on réellement compter toutes les chansons de Charles Aznavour ? Entre ses titres, ceux qu'il a écrits pour d'autres artistes, ses reprises, ses rééditions, ses réarrangements, le compteur grimpe vite. Dans les années 60 qu'il voit arriver au sommet, Aznavour enchaîne les chefs-d'œuvre. Il faut savoir encore sourire. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau, non. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. You are the one for me, for me, for me, formidable. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Il y a sans doute ici les plus grands classiques de Charles Aznavour. Chacune de ses chansons a sa propre histoire. Celle d'Emmenez-moi est sans doute l'une des plus belles. Charles Aznavour avait raconté lui-même la genèse de ce classique au micro d'Europe 1 en 2013. Emmenez-moi, ça s'est passé comment ? Comment c'est venu ? C'était sur un bateau. J'allais de Hong Kong à Macao et il y avait par terre, allongées, des familles entières de gens qui partaient ailleurs. C'était vraiment la misère la plus extraordinaire que j'ai vue de ma vie. Et il faisait un temps merveilleux. Et il m'est venu cette phrase que la misère est plus facile au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. En France, les années 60 sont celles des yéyés qui popularisent un nouveau genre de rock avec pour tête d'affiche, entre autres, Eddie Mitchell, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Christophe. Et bien sûr, on n'oublie pas Johnny Hallyday, figure de proue du mouvement, pour qui Charles Aznavour écrit « Retiens la nuit » en 1961. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Charles Aznavour sera également l'auteur de l'un des plus grands succès d'une autre personnalité emblématique de l'époque yéyé. C'est en effet grâce à lui que Sylvie Vartan, en 1964, devient la plus belle pour aller danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Le compositeur de ces deux titres, et pourquoi ne pas dire ces deux tubes, parce qu'à l'époque c'est des succès incroyables, il s'appelle Georges Garvarentz. Il n'est rien de moins que le beau-frère de Charles. Alors, avec ton complice Georges Garvarentz, ce n'est pas la première fois que vous commettez musiques et paroles ensemble. Oh non, ça fait déjà quelques années. D'ailleurs, quand on a commencé, la première chanson, je crois qu'on a écrite pour quelqu'un d'autre, hein, entendons-le bien. On l'a écrite pour Johnny. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit. Alors j'avais naturellement écrit les paroles, dont Johnny se souvient très bien, moi pas. Ouais. Mais Georges avait fait la musique naturellement. La petite Sylvie. Et puis alors on a aussi écrit pour sa femme, mais à l'époque c'était pas sa femme, ça n'était pas même encore sa future femme. Ah bon?
Et on lui a... Ça vient, c'est juste. Oui, mais alors tout juste. alors, À peine, ça oui, vient. c'était à peine rencontré. C'est le premier jour de ça. C'était le premier jour, oui. Enfin, il n'y avait rien d'avouable encore. On serait la plus belle pour aller danser. Charles Aznavour a écrit énormément de chansons, mais il a une façon d'écrire et de travailler bien à lui. Invariablement, il commence par écrire le texte. La mélodie viendra ensuite. J'ai gardé l'amour des choses bien écrites. Moi, j'ai appris à écrire des chansons en lisant Corneille, Molière et Racine, finalement. Je n'ai pas appris autrement, et La Fontaine, bien sûr. Pour moi, une chanson, ça doit pouvoir se dire en scène, même s'il n'y a pas de musique. Ce qui fait que si un chanteur est enroué, il peut faire un spectacle quand même. Charles Aznavour est avant tout un auteur, un amoureux des mots. Et ça, même Eddie Barclay, patron de la maison de disques du même nom, le savait bien. C'est un bon auteur. Il manie bien la langue française. Il manie la langue française comme la maniait Jacques Brel ou des gens comme Léo Ferré que j'ai eu chez moi, ou comme des gens comme Nougaro. C'est-à-dire ce sont des styles, de bons stylistes. Ils habillent bien leurs chansons. Autre atout qui explique la quantité de chansons écrites par Aznavour, il aime écrire sur tous les sujets. Exemple. En 1950, lorsqu'il écrit sa toute première chanson pour quelqu'un d'autre, c'est une certaine Juliette Gréco. La chanson s'intitule « Je hais les dimanches ». Tous les jours de la semaine sont vides, ça ne le creux. Mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Je hais les dimanches, je hais les dimanches. Dans la France des années 50, dire qu'on n'aime pas les dimanches, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jour du Seigneur, il fallait le faire. Parler de l'homosexualité en 1972, ça aussi, il fallait le faire. Avec, comme ils disent, Charles Aznavour fait dans la poésie avant-gardiste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Charles Aznavour n'a pourtant jamais su expliquer la clé de son succès. Ce qui est formidable justement, c'est le miracle du métier. Une chanson marche, à laquelle on ne croit pas, ou à laquelle on croit plus ou moins. Une ne marche pas, à laquelle on croit beaucoup. Mais enfin, vous avez quand même plusieurs succès chaque année, vous devez bien connaître quelques trucs. Non. Non, souvent on me demande mais quel est le truc, et je dis j'en sais rien, si je le savais justement, je chercherais plus. J'écrirais une chanson tous les 3 mois, j'aurais un succès tous les 3 mois, puis je serais tranquille. Tandis que là j'en écris, je sais pas, 60 ou 70. Et... Par quoi? Par an. 70 chansons par an? À peu près, oui. Pour en tirer des succès. 4 à 5 succès. Gros travailleur, Charles Aznavour a aussi des petites manies bien à lui quand il est sur scène. Moi, je rentre sans musique, directement les mains dans les poches, et je vais droit devant le public et je les regarde dans les yeux. Je rentre sans musique et je sors sans musique, parce que j'ai un peu l'impression que si je rentre avec de la musique, je ne vais pas entendre si on a plus de la musique ou moi. Ah, il faut savoir. Ah, voilà. Et en sortant, je ne veux pas qu'il y ait un bruit énorme qui me cacherait les vrais applaudissements. Parce que si on veut, en faisant un rythme bien solide, on peut faire repartir les applaudissements. Et alors, orgueilleux comme je suis, je veux que ce soit uniquement pour moi. Au fil des années, Aznavour a réussi à créer une relation unique avec le public. Ce lien est visible sur scène, précisément dans le regard qu'il lance à ses spectateurs. J'ai besoin de le regarder en face parce que ce que je vais leur raconter est très personnel. Et personnel pour eux, personnel pour moi. Ce que je raconte, c'est des histoires de tous les jours, moi. Je viens pas pour leur raconter une histoire facile. Alors j'ai besoin de les sentir vraiment avec moi. La relation qu'Aznavour entretient avec le public est très forte en France, tout autant qu'à l'étranger. Au cœur des années 60, l'artiste se lance même à l'assaut de l'Amérique. Et plus précisément, à New York. À l'époque, les Américains sont persuadés qu'ils vont trouver un Charles Aznavour, tout droit sorti du film de François Truffaut, Tiré sur le pianiste. Mais le cinéma, c'est le cinéma. Et la vie, c'est la vie. Lorsqu'Aznavour se présente dans la salle mythique du Carnegie Hall de New York le 30 mars 1963,
Ce n'est pas ni en tant qu'acteur, ni en tant que pianiste, mais bien en tant que chanteur. Et surprise, la salle est archi-comble. En effet, ça n'était pas gagné. Les journaux new-yorkais, qui sont habituellement le meilleur support publicitaire pour ce genre d'événement, sont alors en grève depuis près de 4 mois. Ce soir-là, Charles Aznavour a prévu un récital d'1 heure. On l'entendra alterner les titres en français, en anglais, mais aussi en italien ou en espagnol. Il poussera même jusqu'à faire une imitation de Maurice Chevalier. Au début, c'est un peu lent. Puis la voix et la salle se chauffent. Le secret d'Aznavour, c'est celui de Chevalier. Il rend son public heureux. Entre Charles Aznavour et les États-Unis, c'est une véritable histoire d'amour qui commence. Quand on entend les réactions de son public là-bas, on comprend mieux pourquoi. On habite New York et il est extraordinaire. Chaque fois qu'il vient ou un autre Français vient, on est là, on regarde, on écoute. On dirait qu'ils le connaissent tous. La plupart des chansons, je ne les connais pas, mais c'est toujours dans le même style. Les mots sont très spéciaux. Il me plaît, Aznavour, pourquoi il est chanteur-raconteur. Il chante des chansons, il raconte des histoires de la vie, des vraies histoires de la vie, de l'amour, de la peine, de la condition humaine. C'était formidable. Après les États-Unis, Aznavour part à la conquête de la Grande-Bretagne. 3 ans après Carnegie Hall, le voilà sur la scène du mythique Royal Albert Hall devant 7000 spectateurs. Dans le deuxième refrain. Oui. À l'anglaise, pas à la française. All tickets sold. C'est ce qu'on peut lire sur la pancarte accrochée à l'entrée du Royal Albert Hall où passe Charles Aznavour dans quelques instants. All tickets sold, cela veut dire que c'est complet, qu'il n'y a plus une seule place, que c'est bourré, comme on dit en termes de métier. Dans quelques minutes donc, à l'Albert Hall, une immense salle à l'architecture victorienne, il y aura donc plus de 7000 Anglais, dont la plupart ne comprennent pas le français, qui vont écouter Charles Aznavour. Et c'est pour cela que le petit Charles, comme on l'appelle déjà ici, répète depuis le début de l'après-midi toutes ses chansons en anglais. Si Charles Aznavour est l'un des artistes français les plus connus au monde, c'est sans doute parce qu'il chante aussi bien en français qu'en anglais, en italien, espagnol, allemand ou russe. L'allemand, ça m'est très difficile. Je comprends très mal l'allemand, mais je comprends bien l'italien, l'espagnol et l'anglais. C'est-à-dire que je peux travailler en italien, en espagnol et en anglais sans préparation sur scène. Je peux annoncer mes chansons, discuter avec le public. Mais en allemand, non, je suis obligé de me préparer très longtemps. En faisant plusieurs fois le tour du monde avec ses chansons, Aznavour a inspiré de nombreux artistes. Quel jeune artiste n'a jamais repris un titre d'Aznavour ? En 2007, par exemple, écoutez Vanessa Paradis dans « Emmenez-moi ». Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. En 2014, un album hommage collectif de reprises intitulé « Sa jeunesse » voit le jour. On y entend par exemple Kenji Girac, soprano ou encore Amel Bent. Charles Aznavour, qui a toujours voulu rester à la page, a aussi suivi de très près le travail de certains rappeurs. Il s'est notamment produit en duo avec le rappeur Kerry James en 2008 sur un titre intitulé « À l'ombre du show business ». À l'ombre du show business. Combien de temps vont-ils étouffer notre art? À l'ombre du show business. Il faut être optimiste, mon frère. Tous les grands mouvements ont souffert. Les poètes sont morts de faim à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce serait peut-être même plus facile. Les portes sont fermées, verrouillées, mais elles s'ouvrent petit à petit. Et plus tu y croiras, plus tu pourras, plus tu réussiras. À l'ombre du show business. À l'international aussi, Charles Aznavour a été beaucoup repris. Que ce soit par Ray Charles avec La Mama. She said, my son, I beg of you, I have a wish that must come true. The last thing you can do for your mama
ou Bob Dylan avec Les Bons Moments, ce qui donne The Times We Have Known en anglais. Le rappeur Dr. Dre a lui aussi samplé la musique de Parce que tu crois datant de 1966 pour le transformer en What's the Difference avec Eminem 30 ans plus tard en 1999. En 2011, l'artiste Roger Moles reprenait les violons de Charles Aznavour et de sa chanson Comme l'eau, le feu, le vent, sortie initialement en 1969 pour son titre Apologize. Un air que l'on retrouve aussi tous les dimanches au générique de 20h30 de Laurent Delahousse sur France 2. Du côté du petit écran aussi, Charles Aznavour inspire. Ça a notamment été le cas de l'américain Nicolas Breitel qui est derrière le générique de la série Succession. Breitel s'est servi de Mozart, de Schubert, de Beethoven, mais aussi d'Aznavour pour composer sa mélodie. Des inspirations qui vont jusqu'au monde du cinéma avec la sortie du biopic Monsieur Aznavour dont nous reparlerons plus tard. Au total, plus de 1200 chansons au compteur de Charles Aznavour. Un chiffre aussi extraordinaire que l'a été sa carrière, qui aura duré 80 ans et qui l'aura mené jusqu'au bout. Destins extraordinaires, Charles Aznavour. Raconté par Didier Barbelivien. Épisode 3, Viens voir le comédien. Il est sacrément riche le parcours de comédien de Charles Aznavour. Rendez-vous compte, on y trouve de tout. Cocteau, Truffaut, Mocky, Chabrol, Lelouch et même une Palme d'Or. Un bilan plutôt pas mal, quand on sait que très peu de gens croyaient en lui en début de carrière. Quand il était jeune, que ce soit dans les studios de cinéma ou sur les planches, c'était toujours le même problème. On le trouvait trop petit ou pas assez beau. Et que dire de sa voix ? Ah ça, si vous me passez l'expression, on en a entendu sur sa voix. Aznavour n'oubliera jamais qu'il a pris un faux départ. Même quand la profession, bien des années plus tard, le couvre enfin de récompenses et de prix. Lorsque j'ai débuté, on a mis très longtemps à me donner des trophées comme ça. Le jour où on m'en a donné, croyez-moi, je les ai pris avec grand plaisir. Le premier à croire en lui fut l'immense acteur et metteur en scène Louis Jouvet, qu'il croise lorsqu'il était jeune adulte. Toi, t'as une gueule pour faire du cinéma. Mais ne t'inquiète pas, Molière n'était pas plus grand que toi. Charles Aznavour est tombé dans le théâtre et le cinéma quand il était tout petit. Au début des années 30, son père, Micha, tenait alors un café dans le quartier de la montagne Sainte-Geneviève, juste en face de l'école des enfants du spectacle. Imaginez un peu Charles qui rêve d'être acteur. Alors il s'y inscrit. Il n'a que 9 ans. Pour la famille Aznavour, vouloir devenir acteur, c'est un beau projet. Il faut dire que les parents de Charles, toute leur vie, ont fait de gros sacrifices pour pouvoir acheter des disques et aller au cinéma. Lorsqu'un metteur en scène de théâtre ou de cinéma cherche un enfant pour un rôle, il se rend alors régulièrement dans cette école un peu spéciale. À son arrivée, le proviseur aligne tous les élèves au fond de la cour ou sous le préau. C'est comme ça que Charles joue dans sa première pièce à l'âge de 9 ans. Le lendemain même de son entrée à l'école. Il apparaît dans la pièce allemande Émile et les détectives au studio des Champs-Élysées. Et puis 2 ans après, il apparaît pour la première fois au cinéma. Il est en effet l'un des gosses des Disparus de Saint-Agile, grand succès des années 30, signé Christian Jacques avec l'imposant Eric von Stroheim dans le rôle principal.
Mazo! Qu'est-ce qu'il y a? Tous les dortoirs sont vides. Tous les élèves ont disparu. Hein? Mais que se passe-t-il? Pendant la guerre, Charles Aznavour intègre la compagnie de Jean Dasté et arpente avec lui toute la zone occupée. À la Libération, on va le retrouver au cinéma, mais uniquement dans des petits rôles qui ne marquent pas vraiment les esprits. Ses activités musicales lui prenant de plus en plus de temps, il met la comédie de côté, mais au fond, refuse d'y renoncer totalement, gardant en tête la remarque de les jours. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Ce n'est qu'à la fin des années 50, à 35 ans, que la carrière de comédien de Charles Aznavour va décoller enfin. Elle décolle grâce à l'un de ses camarades, l'intrépide et provocateur ô combien, Jean-Pierre Mocky. Ce jeune acteur rêve lui aussi de sortir du lot après des années de petits rôles. En 1958, lorsqu'il écrit son premier scénario adapté du roman La tête contre les murs d'Hervé Bazin, Mocky pense à Aznavour pour l'un des rôles principaux. Et miracle, c'est là que Charles trouve enfin son style. Moi, j'ai connu Charles quand il était dans la misère, hein. Il n'était pas bien et tout le monde lui tapait dessus. Donc moi, un jour, on était au Club Saint-Hilaire, qui était un club assez huppé, comme ça, où les artistes se rencontraient. Et il venait justement de faire 2 films où il chantait. Les 2 films dont vous avez parlé tout à l'heure, où il ne faisait que chanter. Alors je lui ai dit, écoute Charles, moi je trouve que tu as un physique et tu devrais faire des rôles, mais sans chanter, surtout pas chanter. Et alors on lui a donné le rôle de La tête contre les murs où il était prodigieux, on aurait dit un petit Charlie Chaplin, et il a été récompensé par ce qu'on appelait à l'époque l'étoile de cristal, c'est-à-dire le César, quoi. C'était en fait l'ancêtre du César. Cette comparaison avec Chaplin et ce prix donne une énorme confiance à Aznavour ainsi qu'à Jean-Pierre Mocky. Quand ce dernier réalise son premier long métrage quelques mois plus tard, il fait de nouveau appel à lui. Le titre de cette comédie décapante qui ne ressemble alors à rien de connu popularise un mot encore très peu utilisé à l'époque, les dragueurs. Aux côtés de Jacques Charrier, fraîchement marié à Brigitte Bardot, Aznavour y est bouleversant de pathétisme dans le rôle de Joseph. Il incarne un trentenaire timide et solitaire, prêt à tout pour trouver l'amour. Alors, on drague? On quoi? Alors, on cherche une fille. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Elles sont dures ce soir. Oh, si t'es pas vaincu d'avance, tu n'arriveras jamais à rien. Quand on drague, on réfléchit pas ou on fonce? Je fonce. Elle m'arrête tout de suite. Ah, t'as pas l'habitude. Oh si, je cherche depuis 6 mois tous les samedis. Oui, je vois. Dans la foulée des dragueurs qui attirent 1,5 million de spectateurs en salle, quand même, Aznavour est sollicité par l'un des jeunes cinéastes les plus en vue du moment, François Truffaut, qui avec ses copains Godard et Chabrol, est en train d'envahir le cinéma français d'une nouvelle vague. Tirer sur le pianiste est un drôle de polar, ou plutôt un polar souvent humoristique, dans lequel Aznavour prouve sa capacité à s'adapter à tous les univers, tout en conservant son profil de clown mélancolique. Les films de la nouvelle vague faisant alors le tour du monde, ça aide Aznavour à devenir une vedette aux États-Unis, où tout le monde l'associe désormais à cet instrument, le piano évidemment. Quand il jouera au Carnegie Hall en 1963, ses collègues américains seront surpris de ne pas le voir jouer sur scène. Et puis il y avait dans la salle beaucoup de musiciens. Il y a Jack Teagarden qui est venu me voir à la fin et qui a dit « Mais vous ne jouez même pas de piano ?» J'ai dit « Non, ça c'était dans le film. Ouais. » Oui, dans le tirer sur le pianiste de Truffaut. Le tirer sur le pianiste m'a aidé énormément.
Parce que ça a été un succès formidable qui n'a pas été en français, c'est un succès américain extraordinaire. On est resté 12 semaines dans la 42e rue, c'était beau quand même. En ce début des années 60, Charles Aznavour est donc enfin reconnu sur les deux tableaux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est autant chanteur que comédien. Vous savez, c'est le cinéma qui m'a fait connaître, si vous voulez, physiquement, dans le monde. Et puis par la suite, c'est le tour de chant qui a fait qu'on est venu me voir au cinéma. L'artiste endosse si bien les deux casquettes qu'on ne cesse de lui demander alors, si vous deviez n'en choisir qu'une, ce serait laquelle? C'est très difficile, mais enfin, s'il fallait absolument prendre une décision, je supprimerais le comédien. Est-ce que pour vous, l'échec d'un film auquel vous auriez participé serait plus ou moins important que l'échec d'une chanson? J'aimerais pas faire un film qui serait un échec. Quel est le genre de travail qui est le plus proche de vous? Moi, j'aimerais mieux travailler de l'autre côté de la caméra. J'avais eu l'idée de faire quelques courts-métrages. Et j'avais eu l'idée de faire visiter Paris par un enfant. C'est-à-dire faire voir Paris sous un angle qu'on n'a pas l'habitude de le voir de très bas. Charles Aznavour ne concrétisera jamais ce projet. Mais il a pu se payer le luxe de choisir ses rôles et de varier les plaisirs. Il a plus ou moins tout fait. En 1965, il tient le premier rôle d'une comédie romantique Paris au mois d'août, dont il a, en passant, écrit la chanson générique qui va devenir un de ses plus grands succès. La même année, il retrouve Lino Ventura dans la comédie La Métamorphose des cloportes. 5 ans après Un taxi pour Tobruk, Aznavour prouve, une fois de plus, qu'il parle parfaitement le Michel Audiard dans le texte. Ils m'ont d'abord étouffé mes économies, et puis Fredo m'a fait du crédit. Enfoiré. Résultat, je suis encore maître des briques. Joli. Sans indiscrétion, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Quand tu veux, tu peux tout. Ah voyons. Tu comprends, je m'amène au club à 6h du mat', je tripote le coffre et je récupère tes reconnaissances de dette. En 10 ans, j'ai connu 2 étourdis qui ont essayé de casser le grec. On l'a retrouvé le premier dans le canal de l'Ourcq et le deuxième à la consigne Saint-Lazare dans une malle d'osier. Tu t'énerves pour rien, je t'ai jamais demandé de casser le grec. Je vois que j'ai eu tort de venir. Je dérange. Excuse-moi. Je t'aurais pas importuné, madame non plus, si c'était pas une question de vie ou de mort. Dans les années 70, Charles Aznavour apparaît régulièrement dans des productions internationales. En 1974, figurez-vous qu'il est l'un des 10 petits nègres dans l'adaptation du chef-d'œuvre d'Agatha Christie. Aznavour est la première victime du machiavélique tueur en série de l'intrigue. Mais, malin, il a tout de même le temps de chanter. Au début du film, il interprète une sublime version anglaise des plaisirs démodés, tout en dévorant Stéphane Audran des yeux. Un magnifique moment de cinéma, à vrai dire. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Entre 2 tournées ou 2 albums, Charles trouve toujours le temps pour retrouver le chemin des studios. Et puis surtout, l'artiste a du flair pour détecter les projets qu'il faut accepter. Comme en 1979, par exemple, lorsqu'il figure au casting du film qui décroche la Palme d'Or à Cannes, Le Tambour. C'est l'histoire de ce petit Allemand qui refuse le monde des adultes durant l'Allemagne nazie. Es war einmal ein Blechtrommler, der hieß Oskar. Au total, Charles Aznavour aura joué dans 60 films, dont 2 qu'il a scénarisés lui-même, Les Intrus et Yiddish Connection. Il a aussi composé la musique d'une 15aine de films, et même d'une série télé anglaise des années 70. La série s'appelait Seven Faces of Women, c'est-à-dire les 7 faces de la femme. J'ai écrit donc la chanson pour ça. Et puis l'auteur anglais, qui est un merveilleux auteur, il a fait une compression de l'idée et il a écrit « She ». Et j'ai pensé qu'il était normal que moi, pour une fois, je traduise une de ses chansons. J'ai traduit
la traduction de ma chanson par lui. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Bien sûr, il y a aussi cette chanson inspirée d'un film avec Annie Girardot qui fait beaucoup de bruit à sa sortie. C'est un film inspiré par l'affaire Gabrielle Russier, cette enseignante qui s'est suicidée après avoir été condamnée à 1 an de prison à la suite d'une relation avec l'un de ses élèves mineurs. C'est sur Europe 1, dans l'émission Musicorama le 19 janvier 1971, que Charles Aznavour présente cette chanson au public. Je voudrais vous parler d'un film que j'ai eu le privilège de voir en début de saison. En principe, je vais vous parler d'un film que j'ai tourné moi, sous la direction de Sergio Gavi, qui s'appelle Un beau monstre. C'est pas de celui-là que je vais vous parler. C'est d'un autre, c'est un film d'André Cayatte qui a pour titre Mourir d'aimer. J'ai été voir ce film, il est vraiment très très beau. Dans quelques jours, il sera sur les écrans parisiens, vous en rendrez compte par vous-même. Et ce film m'a inspiré une chanson, aussi j'ai demandé l'autorisation à André Cayatte de me servir du titre du film pour en faire une chanson. Et naturellement, j'ai intitulé la chanson Mourir d'aimer. Si on peut compter les compositions d'Aznavour pour le cinéma, ça c'est relativement facile, on ne peut pas dénombrer en revanche le nombre de films qui ont utilisé l'une de ses chansons. Ça va de Une femme est une femme de Jean-Luc Godard à Coup de foudre à Notting Hill, et la liste est trop longue. Qu'est-ce que je mets? Itsy Bitsy? Non, Charles. Aznavour? Oui? C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder. T'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. À partir des années 90, Aznavour lève le pied. S'il continue la chanson, sa carrière de comédien tourne au ralenti. C'est à ce moment-là qu'on lui décerne un César d'honneur et un Molière d'honneur. C'est souvent comme ça. Dans les années 2000, Charles n'accepte plus que des petits rôles en forme de clin d'œil, notamment dans le film Emmenez-moi en 2005, dans lequel Gérard Darmon campe un fan invétéré du chanteur. Et c'est vrai, à la scène comme à la ville. Monsieur Aznavour, ça c'est de la chanson. Hein. Mais c'est quand même marrant qu'il ait écrit une chanson sur les homosexuels. Quels homosexuels? L'autre là, je suis un homo. Vous avez mal compris. Il dit, je suis un homme. Oh, comme ils disent. Il y a des gens qui vont à pied jusqu'à Lourdes. Ben moi je vais jusqu'à Aznavour. Il s'appelle comment déjà, Charles? État. Ce n'est qu'un an avant sa mort, en 2017, qu'Aznavour a tiré un trait officiel sur sa carrière de comédien commencée, tenez-vous bien, 8 décennies plus tôt. Non, j'en veux sur le principe que je n'ai plus de mémoire.
Alors je ne veux pas qu'on me mette des petits bouts de papier à droite et à gauche. Je ne veux pas faire un cinéma mensonge. Alors, s'il y a un grand rôle muet, je suis prêt. Juste avant de nous quitter, Charles Aznavour reconnaissait volontiers qu'il n'y a pas vraiment de différence entre son tout premier amour, le théâtre, et ce qui a fait sa renommée dans le monde entier, écrire des chansons. Aznavour ayant excellé dans les deux disciplines, il faut croire qu'il avait certainement raison. Je trouve que le théâtre a une magie, le cinéma a une magie bien sûr, mais c'est une magie différente. Le théâtre, c'est une magie où vous prenez la poussière avec. Je crois que chanter, c'est aussi monter sur une scène, et mes chansons sont souvent des petites scènes on dirait des scènes tirées d'une pièce de théâtre, ce qui fait qu'en fait, j'ai jamais vraiment abandonné ma discipline de comédien. Même après sa mort, l'histoire de Charles Aznavour au cinéma continue, avec ce biopic sorti en salle en octobre 2024. Tu vois qui est là? Edith Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Comment que j'ai chanté dans la rue? Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée. Je vais faire mon propre disque, ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Les photos, les chansons... Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Ce biopic est réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Pour les besoins du film, ce dernier a d'ailleurs écrit et composé cette chanson hommage à son ami. À chacun sa bohème. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je reconnais les rues, mais l'esprit n'y est plus. Moins d'envie, moins de promesses. Reste alors le souvenir qui me donne le sourire et ce pincement extrême. La nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Destins extraordinaires, Charles Aznavour. Raconté par Didier Barbelivien. Épisode 4, Pour toi, Arménie. Charles Aznavour, Aznavourian de son vrai nom, n'a jamais vécu en Arménie, dont ses parents sont originaires. Pourtant, à sa mort en 2018, les Arméniens vont le pleurer comme l'un des leurs. Quand je regarde sa photo, ça me rend triste. Plus je le regarde, plus je me dis, c'est incroyable à quel point dans son regard, il ressemble à un Arménien. Il a vécu toute sa vie hors du pays, mais il a tout d'un local, c'est incroyable. On a perdu le plus grand des Arméniens. Il a donné l'exemple, le plus bel exemple. Les autorités du pays lui font un très beau cadeau en 2001. Il donne son nom à une place du centre d'Erevan, la capitale d'Arménie. Il est écrit dessus « Au plus grand des Arméniens ». Les enfants bâtiront plus fort. Après l'horreur, après la peur, Dieu soignera ton sol meurtri. Pour toi, Dès son plus jeune âge, dans les années 30, Charles apprend à se battre pour défendre l'identité de ses parents et de ses origines. Il est franco-arménien. Il l'affirme. Et il est fier de l'être. Il le fallait parce que quand j'allais à la préfecture de police pour les papiers de mes parents et que je tombais sur des gens derrière les guichets qui n'étaient pas aimables du tout parce qu'ils avaient affaire à un étranger, j'étais grande gueule, mais comme je parlais bien le français déjà, et même pas mal l'argot, je me débrouillais bien et je revenais avec les papiers qu'il fallait. Bien sûr, Charles Aznavour n'était pas né lors du génocide du peuple arménien, alors commis dans l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Mais il a vécu toute sa vie avec le spectre de ce massacre. En janvier 1968, un an après leur mariage à Las Vegas, c'est en la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste, dans le quartier des Champs-Élysées, que Charles Aznavour et la femme de sa vie, Ulla, se redisent oui. Pour eux, c'est évident. Il n'y avait aucun autre lieu envisageable pour ce jour inoubliable. Au début des années 80, Aznavour, Charles de son prénom,
défend ardemment ces 4 Arméniens qui ont à répondre devant la justice d'une prise d'otage au consulat de Turquie, prise d'otage au cours de laquelle un garde turc est tué. Dans une lettre adressée au président des Assises, l'artiste exprime l'espoir d'une solution heureuse. Ouvrez les guillemets. Pour ces jeunes gens qui ont l'excuse de la recherche d'identité et de l'incertitude du déracinement. Si c'était moi qui l'avais fait, j'aurais eu aucune excuse. Je suis français, j'ai vécu en France, je parle le français, ma langue est le français, mes réactions sont françaises et j'ai un pays sous les pieds et j'ai un passeport. Eux n'ont rien. Ce sont des exilés politiques, plus ou moins, ou simplement des exilés, des gens qui ne savent pas où vivre, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas d'attache, qui n'ont plus rien, vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je les défends. Le droit humain n'a pas été respecté, on respecterait le droit commun aujourd'hui. Ça va un peu loin, qu'on ait laissé éliminer 1,5 million d'Arméniens et qu'aujourd'hui, on dise ça fera 4 de plus, simplement. Maintenant, on se retranche derrière le droit commun. Mais où est le droit humain d'avoir laissé verser le sang d'1,5 million de mon peuple? À croire qu'il n'avait pas assez souffert. À la fin de l'année 1988, le peuple arménien est touché par un terrible séisme. Le 7 décembre, des milliers de bâtiments de la région de Spitak s'écroulent. On voit des cadavres joncher les rues. En l'espace de seulement 8 secondes, des milliers de personnes se retrouvent sans logement. Pour la France, qui a la plus forte communauté arménienne d'Europe, c'est aussi une tragédie. Comme ne manque pas de le rappeler alors le Premier ministre, M. Michel Rocard. La France trouvera les moyens nécessaires de confirmer sa solidarité agissante si l'on ait besoin, mais qu'au moins les populations frappées et toute la grande nation endeuillée sache que nous partageons son émotion. En France, toute la communauté arménienne se mobilise pour aider à l'arrivée de secours. Sur place, comme on l'apprend sur Europe 1, la situation n'est pas seulement dramatique, elle est aussi totalement ubuesque. Alors Isabelle Elsen, vous êtes rentrée cette nuit, c'est-à-dire il y a quelques heures à peine, d'Arménie, où vous étiez pour Europe 1 la seule journaliste occidentale présente. Il faut des autorisations pour toucher à ses propres décombres, c'est-à-dire que si vous entendez vos parents gémir sous les décombres, il faut aller demander une autorisation, ça prend des heures, tout ça pour essayer de les sauver, et on ne peut pas, il faut aller sauver le champ d'en face. Mais enfin, et vous étiez sur place, vous avez vu Isabelle, les gens, comment réagissent-ils devant cette absurdité-là? Est-ce qu'au moins ils tentent quand même de faire des choses? On ne va pas contre la loi là-bas, c'est un état d'esprit, on ne va pas contre la loi. Cela dit, les gens sont complètement fatalistes et pleurent. Le pouvoir soviétique ne parvient pas à s'organiser pour venir en aide aux sinistrés. Alors les secouristes du monde entier vont affluer en Arménie. Invité sur le plateau du 20h de TF1, Charles Aznavour demande aux compagnies aériennes de mettre à disposition leurs avions pour envoyer du matériel et des vivres en Arménie. Envoyons vite des médicaments, des couvertures et de la viande, nous en avons tant besoin, dit le chanteur. Quelques jours plus tard, le plus célèbre des franco-arméniens se rend lui-même sur place, où il va tenter de faire bouger les choses auprès des autorités. J'ai demandé simplement qu'on ait des facilités de circulation, que ce qu'on envoyait arrive directement, que ne transite pas soit par Moscou, soit par un autre pays. Il y a par exemple une chose aberrante, on a envoyé des abris, ils sont sur les routes. Comment peut-on laisser sur les routes des abris en Azerbaïdjan aujourd'hui où on sait que les Azéris sont contre les Arméniens? Ils vont ou le détourner ou le détruire. Ils vont pas les détruire parce qu'ils peuvent pas se le permettre, mais ils vont piller tout ce qu'il y a dedans. Charles Aznavour, s'il y avait une seule image à retenir pour vous de ce voyage en Arménie, ce serait laquelle pour vous, la plus forte? C'est un enfant mutilé d'un bras et d'une jambe. Il y en a de 2 jambes, mais d'un bras et d'une jambe. C'est-à-dire que la moitié de son corps ne sert plus à rien. Parce que les villes, ça se reconstruit, mais vous savez, les prothèses, ce ne sont que des prothèses. Au total, seulement 80 personnes prisonnières des décombres ont pu être sauvées. Malgré l'aide de la communauté internationale, le bilan est dramatique. Il fait état de 25 à 30 000 morts, de 15 000 blessés, de 500 000 sans-abri. En Europe, les artistes se mobilisent comme ils le peuvent pour récolter des fonds.
De son côté, en Angleterre, le collectif Life Aid Armenia reprend une chanson de Marvin Gaye, What's Going On. Dans le même temps, Charles Aznavour constitue une fondation pour l'Arménie et s'active sur tous les fronts. La veille du réveillon de Noël 1988, je m'en souviens, il donne un gala de solidarité salle Pleyel à Paris. Pendant les fêtes, Aznavour compose dans l'urgence une chanson avec son beau-frère Georges Garvarentz. Entre les deux réveillons, Charles appelle tous ses amis de la chanson pour savoir s'ils acceptent de chanter avec lui. Évidemment, tout le monde accepte. Johnny Hallyday, Michel Sardou, Mireille Mathieu, Gilbert Bécaud, Jean Carmet, Alain Chamfort, Louis Chédid, Julien Clerc, Sacha Distel, Michel Drucker, Robert Hossein, Patricia Cass, Florent Pagny, Vanessa Paradis, Alain Souchon, Laurent Voulzy, n'en jetez plus, la cour est pleine. Une centaine d'artistes, dont moi, a participé à ce collectif. Le 6 janvier 1989, jour du Noël arménien, nous nous sommes tous réunis en studio autour d'Aznavour pour enregistrer la chanson. Quant au clip, il est mis en boîte par un autre franco-arménien, un complice de Charles, le cinéaste Henri Verneuil, le réalisateur du Clan des Siciliens et d'un singe en hiver. Une envie de prendre ton destin entre tes mains, à bras le corps. Des printemps fleuriront encore, tes beaux jours renaîtront encore. Après l'hiver, après l'enfer, où sera La centaine d'artistes ayant participé à l'enregistrement de Pour toi Arménie ont leur nom sur la pochette du 45 tours qui sort dans les bacs à la fin du mois de janvier. Le retentissement est énorme. Le 11 février 1989, pour la première fois, ce titre fait son entrée directement à la première place du top 50. C'est du jamais vu. Lorsqu'on entendait cette chanson, diront les Arméniens, nous avions l'impression de ne pas être seuls avec notre chagrin dans ce monde immense. Grâce à Charles, le monde a découvert les Arméniens et notre voix a été entendue. Sa notoriété et son aura permettent à Charles Aznavour d'être le meilleur ambassadeur de l'Arménie au monde. Et quand les tensions se ravivent avec l'Azerbaïdjan en 1993, le chanteur fait de nouveau le voyage sur la terre de ses ancêtres et se mue finalement en diplomate. Je pars avec l'avion, nous essayons d'amener un petit peu, je dirais pas du bien-être, mais enfin, essayer qu'ils ne crèvent pas totalement de faim et de froid et que les malades soient un peu soignés, qu'il y ait des médicaments. Le pays n'est pas à genoux, il est à plat ventre. Ce qu'il faudrait surtout maintenant, c'est d'avoir une solution diplomatique. Il faut absolument que les Azéris et les Arméniens se mettent autour d'une table, et tout cela sous l'égide de la Turquie, qui a pris du poil de la bête dans les dernières années, et qui doit être le grand frère de tout ce coin du monde. L'histoire de l'Arménie est jonchée de désastres. En 1915, le génocide des Arméniens a fait 1 200 000 victimes. Ce n'est qu'au tout début des années 2000 que la France reconnaît ce massacre de masse, commis par le gouvernement turc. Pour Charles Aznavour, cette reconnaissance est un immense soulagement. Elle me touche parce que mes parents sont morts sans l'avoir connu. Et qu'il est temps qu'on reconnaisse un fait historique finalement. Et il serait même temps qu'on le reconnaisse dans le pays même. Il l'avait reconnu en 19, mais depuis on a effacé tout le passé, on a réécrit les livres d'histoire.
Il y a nombre de gens en Turquie, et je le sais, qui voudraient, comme moi, que ça s'aplanisse totalement, qu'on le reconnaisse. Une fois que ça sera reconnu, on n'en parlera plus finalement. Après la France, Charles aimerait que ce soit le monde entier qui reconnaisse le génocide arménien. Sa rencontre avec le pape Jean-Paul II lui donne cet espoir. En septembre 2001, au mémorial du génocide arménien près d'Erevan, le chanteur chante un vibrant Ave Maria devant le souverain pontife. Et toute l'assistance ce jour-là est émue aux larmes. Après sa prestation, Charles Aznavour et Jean-Paul II échangeront quelques mots en privé, ce qui est assez rare. On a parlé d'abord de son engagement pour nous, pour les Arméniens, et puis on a parlé un peu de moi. C'est pour ça qu'il n'aime pas trop en parler. C'est un homme qui vous impressionne beaucoup ? C'est un homme très impressionnant. Il ne m'impressionne pas moi, il impressionne tout le monde. Je pense que même les chefs religieux d'autres religions sont impressionnés par le pape. Mais c'est la première fois que vous le rencontriez ? La première fois. Bon, souvent, j'ai failli, mais là... Et puis, je l'ai rencontré dans les meilleures conditions. Il connaissait bien sûr vos chansons, le Saint-Père ? Non, je n'irai pas jusqu'à vous dire ça. Les cardinaux, oui, mais le Saint-Père, non. Il ne savait pas qui j'étais. Alors, justement, comme notre cardialicos lui en avait parlé, c'est de ça que nous avons parlé. Et maintenant, il sait. Mais il a été surpris, en tout cas, parce que quand je lui ai dit quelles étaient toutes mes disciplines, c'est un peu surprenant quand même. Auteur, compositeur, acteur, chanteur, ça fait beaucoup. Et en même temps, ambassadeur. Finalement, les années passeront sans que le génocide arménien ne soit reconnu officiellement par la Turquie. Charles Aznavour restera à ce sujet plein d'amertume et on le comprend. Ils sont très têtus. J'ai fini par, moi, baisser les bras. Aujourd'hui d'ailleurs. Vous voulez pas le reconnaître ? Jusqu'ici, ça me touchait beaucoup. Aujourd'hui, je m'en fous. Je me dis, vous voulez pas le reconnaître ? De toute manière, le monde entier l'a reconnu. Et s'ils l'ont pas reconnu, si le pays l'a pas reconnu, le peuple l'a reconnu. Et ils vont le reconnaître de plus en plus. Je trouve que ce n'est pas intelligent. C'est un peuple intelligent, les Turcs, ne nous trompons pas. Je ne médis pas sur les Turcs. Là, je parle sur les gouvernements. Ils vont traîner cette tâche pendant longtemps. Et au lieu de laver cette tâche immédiatement et d'en sortir, la page serait tournée. On n'en parlerait plus depuis longtemps. S'ils l'avaient reconnu il y a 30 ans, on n'en parlerait pas depuis 30 ans. En Arménie, Aznavour est érigé en héros national. Le concert qu'il donne en plein air dans la capitale arménienne en septembre 2006 attire, tenez-vous bien, plus de 100 000 personnes. En 2008, il est tout naturel de voir le président de la République d'Arménie lui accorder la citoyenneté arménienne. Dans le même temps, il devient, c'est bien normal, représentant permanent de l'Arménie auprès de l'ONU. 10 ans plus tard, en octobre 2018, Charles Aznavour se trouve à devoir accompagner le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, lors d'un déplacement en Arménie à l'occasion du 17e sommet de la francophonie. Ce déplacement réjouit Charles. Hélas, qui pouvait imaginer ça ? Il nous quitte 10 jours avant le départ. Et ce sera son seul rendez-vous manqué avec l'Arménie, lui qui a porté le nom et la fierté des Arméniens sur le toit du monde. Lorsque la France et son président lui rendent un hommage national dans la cour des Invalides, les racines arméniennes du chanteur sont très, très présentes autour de lui. Oui, et c'est au son de cette flûte traditionnelle que sa dépouille est entrée dans la cour d'honneur. Il y a les couleurs de la France, le drapeau tricolore qui recouvre le cercueil, mais aussi celle de l'Arménie, une gerbe de fleurs posée à son côté. Charles Aznavouri հետ
Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian partage à la tribune le chagrin inconsolable de son pays et salue un héros national, héros arménien, héros de la langue française, un exemple d'amour et de passion, dit Emmanuel Macron. Ces chansons ne furent jamais ces rengaines d'un été qui amuse et qu'on oublie. Elles furent, pour des millions de personnes, un baume, un remède. C'est ce compagnon de route qui nous quitte. Cette voix, cette intonation reconnaissable entre toutes, se sont installées dans nos vies et nous ont insensiblement réunis. Charles Aznavour est devenu unanimement un des visages de la France. Destins extraordinaires, Charles Aznavour. Raconté par Didier Barbelivien. Épisode 5, 70 ans en haut de l'affiche. J'ai pas peur de l'avenir du tout, je n'ai pas peur du... J'ai peur surtout du temps qui passe, parce que j'ai toujours l'impression que je vais pas terminer mon travail avant la fin. C'est la seule peur que j'ai. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à écrire ou à dire ou à faire et qu'on finit sa vie toujours trop tôt. C'est un sentiment nouveau, ou alors... Non, c'est un sentiment que j'ai toujours eu. Ah bah alors c'est rassurant, si depuis l'âge de 35 ans vous pensez que vous pouvez être interrompu par la mort... Non, depuis l'âge de 15 ans, c'est pire. La vie de Charles Aznavour ressemble à une légende. Lui qui a commencé sa carrière tout en bas de l'échelle et qui a mis des années à s'élever. Lorsqu'il est devenu une idole, on ne peut pas dire qu'il ait eu la grosse tête. Mais il a peut-être eu parfois la folie des grandeurs. Aznavour, ce géant d'1,60 m, a toujours eu peur du mot « fin ». Comment quitter la scène quand on s'appelle Aznavour ? Pour ne pas avoir à répondre à cette question, Charles n'a jamais arrêté. Et sa carrière aura duré au total plus de 80 ans. J'ai beaucoup travaillé, oui. Je n'ai jamais touché un sou de chômage. Donc je n'ai jamais été au chômage. J'ai toujours travaillé, je trouvais que c'était très important. Le travail m'apporte quelque chose que rien d'autre ne m'apporte. C'est quoi ? La sensation de vivre, d'exister, d'avancer ? Oui, d'être quelqu'un aussi. Mon avancée à moi, tout le monde ne l'a pas fait. Donc je me sens tranquille dans ma peau. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Au cœur des années 70, Charles Aznavour a la cinquantaine. Son succès n'est plus à prouver. Et si pour tout le monde il est devenu une vedette, lui, il garde les pieds sur terre. Je suis ni une vedette ni une star. Je suis un artisan. Je viens apporter mon art sur scène. Donc je suis un artisan. Sa sœur Aïda n'a jamais douté de sa réussite. Elle était convaincue depuis toujours qu'il réussirait. Je savais qu'un jour ou l'autre, j'espérais et je me disais, il mérite de réussir parce que moi, je connaissais ce qu'il avait en lui. Même mes parents le savaient. Et Charles Aznavour, qui a eu tant de mal à se hisser en haut de l'affiche, va tout faire pour y rester. J'aime pas répéter. Les musiciens répètent de leur côté. On se réunit pour voir un petit peu comment ça se passe. J'ai horreur de répéter parce que quand on répète, on met les choses au point. J'ai horreur de mettre les choses au point. Moi, j'aime bien que le spectacle soit comme ça. J'entre en scène sans bruit, sans orchestre qui fait du bruit. J'entre... Il n'y a pas de musique d'entrée, il n'y a pas de musique de sortie non plus. J'entre, si j'ai un problème en scène, je le dis au public. Je leur ai tout raconté, je leur ai tout dit. Quand je me suis fait planter les cheveux, je leur ai raconté comment ça s'était fait. Je sais pas, si j'avais un doigt de pied cassé, je le leur dirais. Je crois que je viens dans cette salle comme pour une soirée amicale. Alors je crois que j'ai pas besoin de répéter longtemps. Cette relation avec le public donne des ailes à Charles Aznavour. Mais il n'est pas question pour lui d'être moins rigoureux. À ça, non. Je travaille pour le public, bien sûr, mais je ne travaille pas avec le public. Par exemple, quand le public tape des mains au milieu d'une chanson, je baisse le ton jusqu'à ce qu'il ne m'entende plus pour qu'il arrête de frapper des mains. Je suis hors de ça. Je n'aime pas qu'on participe à mon tour de chant. Dès que le public l'a aimé et soutenu, Charles Aznavour l'a toujours choyé en retour. Au moment où il a pris son envol, il confiait d'ailleurs y être particulièrement attaché. Ça me fait énormément plaisir d'être connu dans la rue. J'ai fait ce métier qui est un métier public pour être connu, pour pouvoir dire ce que j'avais à dire, pour pouvoir chanter devant des salles pleines et non pas devant des salles vides. Seulement, je ne sais pas quelle attitude prendre. Je pense que si tout d'un coup, je lève la tête et je souris, on va dire « Ah, parce qu'on le reconnaît, il est prétentieux ».
Et puis, si je baisse le front, et puis si je détourne les yeux, si je fais semblant de ne pas avoir remarqué que l'on me reconnaissait, j'ai peur que l'on dise « il est rudement prétentieux ». On le reconnaît, on veut être gentil avec lui, on lui fait un sourire et il se retourne. Quelle attitude prendre? Je n'en sais absolument rien. Quand on rembobine le film de sa vie, on peut parfois se demander comment Charles Aznavour a pu rester aussi longtemps au sommet. Il a en effet trébuché sur des dizaines et des dizaines d'embûches. Et je ne vous parle pas ici des critiques négatives. En 1972, par exemple, Aznavour échappe de peu à un incendie sur son voilier. Je rentrais tranquillement au port après une promenade d'1h30. Presque immédiatement, j'ai vu de la fumée qui sortait. Ouais. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? J'ai appelé la sécurité du port. Ils sont venus tout de suite? Oui, j'étais à 30 mètres. Le capitaine du port est venu, les remorqueurs sont venus, tout de suite, quoi. Quelle est la cause de l'accident? Je sais pas du tout, c'est la première fois que je m'en servais cette saison. C'est un bateau dont je me sers depuis l'année dernière. L'année suivante, en 1973, Charles Aznavour tombe à ski. Et quel genre de fracture avez-vous? J'ai une double fracture du péroné et du tibia. C'est grave, que disent vos médecins? Ça n'est jamais une chose facile. Et vous savez pour combien de temps vous êtes immobilisé, ils vous l'ont dit? Minimum 8 semaines. Toujours en 1973, après son hospitalisation, il refait une chute doublée d'une hémorragie. Il y a des moments quand ça veut pas, ça veut pas. Je suis réveillé avec une hémorragie. J'ai perdu 1,5 litre de sang. J'ai fait une chute il y a 10 jours, 12 jours. Et j'ai été opéré. Donc j'ai récupéré très très bien puisque je suis rentré chez moi. Mais ce matin, j'ai eu une hémorragie assez sérieuse, nasale. Je prenais des anticoagulants et je suppose que ça vient de là. Et il n'y a pas que les problèmes de santé. Il y a aussi eu à la fin des années 70 des problèmes d'ordre administratif, qu'en termes galants ces choses-là sont dites. En 1976, Charles s'estime harcelé par l'administration fiscale et s'exile en Suisse. Comme on pouvait s'y attendre, le fisc français n'apprécie pas du tout ce départ. Alors Charles Aznavour décide de s'expliquer. Donc je suis résident suisse, j'ai pas rapatrié ce que j'ai à l'étranger. Justement, on vous dit que vous n'êtes pas résident en Suisse. Ah bah ça, on peut dire n'importe quoi. On peut dire aussi que je suis pas né de parents arméniens. On peut dire que je suis pas né en France et que ce que je parle en ce moment, c'est l'italien. Ça, c'est leur interprétation. Alors vous avez dit plusieurs fois que maintenant c'était terminé, que vous en aviez assez de la France. Non. Vous persistez? Non, ne dites pas ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'ai tout fait pour y rester et j'ai dit que je n'attends qu'un geste d'un petit doigt pour ramener tout ce que j'ai en France. J'ai pas dit que j'en avais assez de la France parce que ça serait une fausse idée. C'est justement les fausses idées qu'on lance. Je veux pas de fausses idées. Ces démêlés avec le fisc lui inspireront l'un de ses plus grands succès. Après quelques mois difficiles, il revient en force avec l'album « Voilà que tu reviens », qui comprend le titre autobiographique « Mes emmerdes ». J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Pour durer, Aznavour sait aussi qu'il doit faire des collaborations. Il doit surprendre son monde. Au cœur des années 90, il chante par exemple avec Pavarotti. Il aide également de jeunes artistes à se lancer dans la musique, à commencer par Linda Lemay. Il affiche son soutien auprès des rappeurs. Il va même jusqu'à racheter les éditions musicales Raoul Breton, dont le catalogue comprend tous les chefs-d'œuvre de Trenet, Piaf ou Gilbert Bécaud. Mais c'est alors que surgit un autre pépin. Accident de voiture cette fois. Et on est en 1999. Je vais très bien, merci. Bon, bien sûr que j'ai eu un choc,
mais il y a des accidents qui sont de graves accidents. Le mien, c'est un accident de tôle froissée avec un œil au beurre noir, voilà. Et puis, je serai un petit peu courbattu pendant quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a une voiture, l'automobiliste devait être en train de s'endormir. Et j'ai voulu l'éviter, je suis parti à droite le plus vite possible. Et puis à droite, mon capot est passé sous un camion. Et vos airbags, vos systèmes de sécurité n'ont pas fonctionné? Mais non, parce que c'est pas un accident classique. Je suis pas rentré dans une voiture et on ne m'est pas rentré dedans. Jusqu'à la fin de sa carrière, Charles Aznavour ne cessera de sortir des albums. Que ce soit avec des chansons originales, de nouvelles orchestrations, des duos. Il écrit des livres pour documenter sa vie. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages autobiographiques. Parce que, dit-il, ce qui m'effraie le plus, c'est le temps qui passe. Plus je m'enfonce dans ma vie, plus je ne peux que constater qu'au vent léger de mes folies, je n'ai pas vu le temps passer. Entre les draps de la jeunesse, quand je dormais à poing fermé, à l'horloge de mes faiblesses, je n'ai pas vu le temps passer. La mort, vous dites la garce. Pourquoi vous en parlez comme de la garce? Parce que je tiens pas tellement à la rencontrer, cette salope. Oui, c'est une garce. Je ne sais pas si c'est la mort qui me ferait peur ou c'est de ne pas vivre qui me ferait peur. Je crois plutôt que c'est de ne plus vivre. Et même si la mort lui fait peur, le chanteur a toujours eu énormément d'autodérision et de second degré. Surtout sur sa propre personne. Vous dites, en parlant de la mort avec beaucoup d'humour, à mon âge, le numéro spécial de Paris Match est prêt depuis longtemps, le papier doit pourrir car je suis toujours là. Vous pensez qu'il est déjà prêt, votre nécrologie dans Paris Match? Vous rigolez ils ont le matériel, pas seulement pour moi. Et vous aimeriez qu'il y ait quoi en une de Paris Match, le jour le plus tard possible, Charles, où ça arrivera? Vous voudriez quoi? Mais il est quand même parti, on dira. En 2017, Charles Aznavour reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. Il fait d'ailleurs partie des rares Français à l'avoir obtenu. En tout, ils ne sont que 20. Il faut dire que sa relation avec le public américain dure depuis des décennies. Les Américains l'ont même sacré artiste de variété du siècle, pas moins, dans les pages du Times en 1998. Vous êtes un monument, je peux dire ça, Charles? C'est pas bien d'être un monument. Pourquoi? C'est rigide. Alors vous diriez que vous êtes quoi? Une légende? Non, je crois que je suis un bon artisan et qu'on aime bien les artisans en France, par exemple, et un peu partout d'ailleurs. Moi, quand je voyage, j'aime bien voir l'artisanat des pays. Un artisan quand même qu'il y a 10 ans, 98, par le magazine Time, avait été consacré artiste de variété du siècle. Ah, ça n'a pas duré longtemps, le siècle. Charles Aznavour n'a jamais quitté la scène et il fait encore le tour du monde à 90 ans passés. Israël, Arménie, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Suisse, États-Unis, Japon, Portugal, France. Sa dernière tournée court jusqu'en 2018. Charles Aznavour n'a donc jamais quitté la scène. Il a même mis près de 20 ans à faire ses adieux. Autant nous dire qu'il ne les a jamais vraiment faits. 48 heures avant sa mort, le 1er octobre 2018, Charles se présente sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5. Au cours de cette émission, il déclare à quel point il était heureux en concert. Il dit aussi espérer pouvoir honorer la promesse faite à sa sœur, celle de vivre et de chanter jusqu'à 100 ans. Déjà, en 2003, à l'occasion de la publication de ses mémoires, Charles Aznavour évoquait sa longévité dans le milieu de la musique. On ne fait rien sans l'assentiment du public, d'une part. On ne fait rien pour les choquer. On fait tout pour les surprendre. 69 ans sur scène, c'est monstrueux. Non, c'est ce qui conserve. C'est rien. Si on me le demandait, je doublerais la masse. Ouais. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et pourtant,
Même les moins de 20 ans d'aujourd'hui connaissent Charles Aznavour. Alors qu'il n'avait que 9 ans, lorsque sa carrière a débuté sur scène, savait-il que celle-ci serait aussi longue que sa vie ? Charles Aznavour, qui n'a jamais abandonné, aura bel et bien connu un destin absolument extraordinaire. Destin extraordinaire que vous venez d'écouter est un podcast Europe 1. Autrice Clara Léger, auteur Julien Pichenet, production Clara Léger et Julien Pichenet. La réalisation et direction artistique a été assurée par Julien Tarot. Promotion et coordination des partenariats Marie Corpet. Documentation Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Et le chanteur de l'orchestre s'appelait Didier Barbelivien.